Et on est très, très heureux de vous accueillir sur ce rendez-vous. On est heureux de vous accueillir, mais surtout de partager avec vous une étude assez inédite, hein. C'est la première étude en France qui fait l'état des lieux en fait, de la diversité ethnique. Alors, on verra, est-ce qu'on dit ethnique, est-ce qu'on dit ethnoculturel, on vous expliquera tout ça, et qui fait l'état en fait dans le SBF 120. Vous savez que le SBF 120, ce sont les plus grosses entreprises capitalisées en France. On a regardé ce qui se passait du côté des conseils d'administration, du côté des COMEX, et on a découvert des sacrées surprises. Alors, on a l'habitude de dire en fait qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas mesurer avec une approche ethnique en France. En réalité, eh bien, on peut le faire tout en respectant le cadre républicain. C'est ça qu'on va vous expliquer ce matin. Il faut savoir que en fait, cette initiative, elle a pour vocation aussi de démontrer à quel point la discrimination n'est pas simplement un concept, mais surtout en fait une réalité en France. C'est pour ça que nous, côté Mosaïque, on a décidé en 2008 en fait de s'engager sur ces sujets-là. On a créé en fait une organisation qui agit depuis plus de 13 ans maintenant dans la lutte contre les discriminations à l'emploi. Et on rêve en fait d'une société où chacun et chacune puisse en fait être reconnu à sa juste place au regard de ses compétences. Et donc, faire de l'égalité des chances plus une exception, mais la norme, c'est vraiment le souhait sur lequel on travaille. Et donc ça passe par donc un certain nombre de réflexions, d'outils. On a créé très tôt en fait le premier cabinet de recrutement spécialisé sur les questions de diversité, qui a évolué en cabinet de conseil en formation. On a créé aussi en parallèle une initiative autour de l'amélioration de l'employabilité des candidats, parce que c'est aussi important d'équiper les candidats, faire en sorte qu'ils puissent avoir un maximum de clés. On a joué la carte en fait de la massification et de l'industrialisation, de la mise en relation entre des candidats et des entreprises qui ont des besoins. C'est pour ça qu'on a créé la plateforme de recrutement diversifiervostalents.com. Et puis, récemment, en fait, on a décidé de davantage s'engager sur les questions de plaidoyer. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a créé la Fondation Mosaïque en parallèle de ces outils, qui a pour vocation en fait d'intensifier des actions de plaidoyer. On s'est rendu compte que beaucoup de choses ont été dites sur les discriminations sociales, sur les discriminations territoriales, et puis on est assez fragile, on a peu d'outils sur la question en fait culturelle et ethnique. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu s'associer avec Inès d'Auvergne, qui a pour moi une expérience incontournable, et c'est probablement une des meilleures de France sur ces questions-là. Et puis avec Mariam Katab, qui est directrice générale adjointe, qui est directrice générale pardon, du cabinet Mosaïque RH, on a poussé une étude très qualitative qu'on va vous présenter. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Mariam et à Inès d'Auvergne, qui représentent en fait l'organisation Me and You Too. Voilà. Merci Saïd. Du coup, Mariam, je commence Ouais. peut-être par me présenter. Bon, je vais faire rapide. Donc, moi, je suis experte sur les questions de mise en place de politiques diversité et d'inclusion dans les entreprises depuis maintenant un peu plus de 18 ans. En fait, depuis 2004, j'accompagne des entreprises, des grandes, des moins grandes, sur la mise en place de leur politique sur tous ces sujets. Donc, j'ai fait un parcours par une association, réseau d'entreprises, qui est notamment le réseau qui porte la charte de la diversité en entreprise. Et puis, j'ai cofondé il y a 4 ans une start-up qui s'appelle Me and You Too et qui a toujours vocation à travailler sur ces sujets, mais en proposant des outils d'autodiagnostic qui permettent aux collaborateurs et aux collaboratrices de se tester sur leur niveau d'inclusivité, leur niveau de compréhension de ces sujets-là. Donc, on accompagne en fait chez Me and You Too les entreprises et les organisations sur 2 pans. Le conseil stratégique et la mise en place de politiques, et puis surtout l'outillage et la responsabilisation individuelle, parce qu'on pense que tous ces sujets-là, ils avanceront à partir du moment où les organisations, les politiques mettront les moyens, se doteront de politiques et d'outils, mais aussi à partir du moment où l'ensemble des salariés et plus largement l'ensemble des citoyens se sentiront responsables de la manière dont ils se comportent vis-à-vis des autres, et donc de comment est-ce qu'ils interagissent sur ces sujets-là. Donc, on était ravis
ravie effectivement de participer à cette étude aux côtés de Mosaïque, avec qui on travaille beaucoup, notamment parce que sur cette thématique de la diversité des origines ethniques et culturelles, il y a un vrai manque de chiffres, il y a un vrai manque d'état des lieux concrets qui fait qu'en fait, on a tendance à se complaire, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, mais on a tendance à se complaire en France dans une sorte de déni. C'est-à-dire que comme on ne peut rien mesurer, bah, finalement, on ne traite pas forcément le sujet, on ne s'y attelle pas correctement. Et on trouvait intéressant, 18 ans après les premières signatures de la Charte de la diversité, de se dire, bah maintenant, le temps est passé, où est-ce qu'on en est concrètement dans les instances dirigeantes? Donc, c'était vraiment le but et l'objectif de cette étude. Mariam, je te laisse… Oui. Merci Inès. Donc Mariam Kata, moi je dirige donc le cabinet Mosaïque RH. Donc ça fait 15 ans hein, maintenant qu'on travaille avec Saïd sur ces questions. Donc le cabinet Mosaïque RH, donc ces 3 expertises sont le conseil en stratégie d'inclusion. Donc on accompagne aussi les organisations à mettre en place des politiques diversité, inclusion, à travailler leur processus, notamment via l'audit et la mesure, hein, comme le dit Inès. Beaucoup d'entreprises ne travaillent pas notamment sur la question de l'origine ethnoculturelle parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas d'indicateurs, qu'elles ne peuvent pas en avoir et qu'elles ne peuvent pas mesurer. Donc Mosaïque propose des outils de mesure, de diagnostic pour justement contrer cette mésinformation, parce qu'en fait, il existe des manières de faire. Mosaïque RH, c'est aussi un organisme de formation hein, qui propose des formations, des sensibilisations à la diversité. Et notre métier historique, c'est aussi le recrutement. Donc, la 3e expertise, celle par laquelle nous avons commencé, c'est aussi de mettre en avant ces viviers de candidats qui existent, même si les entreprises, parfois, elles ne savent pas où trouver de bons profils issus de la diversité. Nous, ça fait 15 ans qu'on rencontre des candidats de talent, de tout niveau, du stagiaire jusqu'au cadre dirigeant. On est là aussi pour accompagner les entreprises à les identifier et à les recruter sur la base de leurs compétences. Donc, alors, comme le disait Inès, nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur le recrutement et c'est vrai que pendant longtemps, on nous demandait des stagiaires et des apprentis. On ne voyait pas beaucoup les têtes des entreprises, les instances dirigeantes se diversifier autant que les niveaux inférieurs. Donc, on s'est vraiment attelé à cette question-là. C'est pourquoi les instances dirigeantes des entreprises, et notamment des plus grandes entreprises françaises, celles du SBF 120, c'est pourquoi elles avaient du mal à se diversifier. Alors, pour répondre à cette question-là, parce que c'était une intuition que nous avions avec des acteurs, avec des partenaires, avec notre écosystème, mais il nous paraissait très important de mettre des chiffres derrière cette intuition-là. Et donc, c'est ce que nous avons voulu regarder, c'est ce que nous avons regardé avec Inès Dauvergne, donc avec qui j'ai dirigé cette étude pendant plusieurs jours, voilà, et quelques nuits, on va dire. Donc, nous avons vraiment voulu regarder dans les COMEX, comme disait Saïd, et les conseils d'administration, si la diversité ethnoculturelle était représentée. Donc, nous avons vraiment choisi d'avoir un panel assez large. Dans la slide d'après, on voit que nous avons quand même regardé 3272 profils, donc membres de COMEX ou de conseil d'administration. Donc, c'est un panel qui est quand même assez important. 1773 profils au sein des comités exécutifs et 1499, donc près de 1500 profils au sein des conseils d'administration. Alors, comment nous avons fait hein, parce que c'est vrai que la question de la méthode est très importante. Nous avons utilisé 3 méthodes pour pouvoir quantifier cette diversité ethnoculturelle. Premièrement, nous avons comptabilisé
au moyen de l'étude de photos. Donc, c'est vraiment la méthode visuelle, comme la méthode qui est utilisée par le CSA pour faire leur paramètre diversité. Nous avons donc visualisé les photos sur les sites institutionnels des entreprises et nous avons regardé quel profil nous pouvions identifier comme étant blanc ou non blanc. Deuxième méthodologie, donc une mesure de la diversité via le patronyme. Donc l'analyse patronymique, l'étude patronymique, c'est une méthode qui est déjà utilisée, qui a déjà été utilisée et qui on va rester sur la slide d'avant, et qui donc consiste à étudier donc les noms, prénoms et à identifier ceux qui sont à consonance extra-européenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On parle des prénoms à consonance arabe, africaine, asiatique ou indo-pakistanaise, hein, très concrètement. Et puis, nous avons aussi pris un autre filtre, donc c'est aussi d'identifier les personnes qui sont de nationalité extra-européenne versus ceux qui sont de nationalité européenne, parce que ça pouvait aussi provoquer un biais d'identifier des personnes non blanches, mais qui ont une nationalité extra-européenne, donc un non blanc qui a un patronyme à consonance extra-européenne, mais qui est finalement indienne ou pakistanaise, c'est un peu normal qu'il soit identifié comme minorité visible. Donc, l'addition de ces premiers critères nous permettait vraiment, en les croisant, d'avoir une image la plus précise possible de la diversité ethnoculturelle. Peut-être juste pour préciser sur deux petits derniers points sur la méthodo. Le premier, c'est où est-ce qu'on est allé trouver toutes ces informations-là. Donc ça, c'était notamment, ça faisait partie du critère de choix de prendre que des entreprises du SBF 120, c'est qu'il y a des obligations de transparence sur la gouvernance dans ces entreprises. Et donc, toutes les informations qu'on a récupérées, en fait, elles sont issues des sites institutionnels des entreprises en question. Quand on va dans l'onglet gouvernance, en fait, on a la composition du conseil d'administration, la composition du comité exécutif, avec des photos, des biographies, les types de diplômes, en général la nationalité, etc. Donc, toutes les infos qu'on a utilisées sont des infos qui sont complètement publiques sur Internet. Et le dernier point que je voulais préciser et qui fait qu'on est complètement en conformité avec la loi, c'est qu'à aucun moment, on a créé de fichiers qui étaient nominatifs. Donc, à aucun moment, en fait, on a un fichier où on a monsieur, madame, un tel, il est de telle couleur et on considère que son patronyme est de telle ou telle origine. En fait, on est allé comptabiliser en mettant on avait un gros tableau Excel, on comptait des nombres de gens et donc on mettait des numéros dans des cases. Et donc, comme on est sur des fichiers qui sont 100% anonymisés dès la source, il n'y a eu aucun recueil de données nominatives ou personnelles. On est complètement raccord avec les précaux de la CNIL sur le sujet. Et qui sont d'ailleurs, si ça vous intéresse, hyper bien expliqués dans un guide qui a été fait par le Défenseur des droits et par la CNIL, justement sur cette question de la mesure de la diversité des origines. Donc on a fait valider tout ça par une avocate, etc. Donc on est complètement bétonné de ce côté-là. Voilà. Alors, donc en termes de résultats, je vais laisser Inès présenter les résultats qui, comme vous allez le voir, ne sont pas très bons. Yeux. Donc, premier chiffre, quand on regarde les populations COMEX, donc c'est sur les membres des 120 COMEX des entreprises du SBF 120, et qu'on identifie celles qui sont non blanches ou ont un patronyme à consonance extra-européenne, mais qui ne sont pas de nationalité extra-européenne. Donc, typiquement, là, on est sur des profils qui sont des profils de Français qui auraient pu faire leur carrière et évoluer en France. On arrive à un taux qui est quand même extrêmement bas, qui est à 3,5. Donc, 3,5% des membres des COMEX de ces instances-là sont des minorités visibles ou ont un patronyme à consonance extra-européenne. Ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième, et alors celui-là, il nous a quand même particulièrement surpris, c'est qu'il y a la moitié des entreprises du SPF 120 qui n'ont aucune diversité ethnoculturelle dans leur COMEX, y compris des personnes qui seraient de nationalité extra-européenne. Donc, ça veut dire que dans la moitié des entreprises du SBF 120, le COMEX est 100% blanc et avec des noms et prénoms 100% à consonance hexagonale.
Quand on enlève les personnes de nationalité extra-européenne, on arrive à un chiffre qui est encore plus catastrophique, c'est-à-dire que les 2/3 des entreprises du SBF 120 n'ont aucune diversité ethnoculturelle qui soit issue de nationalité française. Alors, on s'est intéressé aussi, au-delà de la composition de ces COMEX, on s'est aussi intéressé aux personnes qui étaient à la tête de ces présidents, directeurs généraux, donc soit qui cumulent les fonctions de président du CA et président du COMEX, enfin directeur du COMEX. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a 1,7% des dirigeants, ah pardon, excusez-moi, c'est le chiffre d'après, le 1,7%, ça représente le taux de diversité ethnoculturelle dans les entreprises dans lesquelles l'État a des participations. Donc, en fait, sur le SBF 120, on a isolé les 20 entreprises dans lesquelles l'État était actionnaire à plus de 10% du capital. Et donc, typiquement, on considère que dans ces entreprises, l'État a son mot à dire sur la gouvernance parce qu'il est associé au capital. Et donc, ces entreprises-là, elles ont un taux de diversité ethnoculturelle qui est près de 2 fois inférieur à celui de la moyenne des entreprises du SBF 120 au global. Donc, elles font pire, pour le coup, que les autres. Et donc, ça, c'était le chiffre dont j'allais vous parler. C'est qu'on n'a que 4 dirigeants dans le SBF 120, donc qui sont des CEO, qui sont de nationalité, qui sont issus des minorités visibles. 2 ont une nationalité extra-européenne, donc ça peut être des Indiens, des Chinois, des Ghanéens, par exemple. Et 2 ont et la nationalité française plus une autre nationalité. Donc, en fait, si on regarde sur ce SBF 120, on n'a aucune personne qui serait exclusivement de nationalité française et qui serait minorité visible ou qui aurait un patronyme à consonance extra-européenne. Alors, maintenant, les chiffres clés sur la question de la diversité des parcours et des formations. Ça, c'est un sujet sur lequel, notamment, Mosaïque travaille beaucoup. On s'est posé la question de se dire quelle est la diversité en termes de parcours, de type de formation au sein de ces instances. Et donc, on a défini une liste des écoles qu'on a appelée la liste des écoles du top 10, qui sont en fait les écoles les plus sélectives et les plus prestigieuses. Donc, pour vous donner une idée des écoles qu'on a dans cette liste, on a par exemple Sciences Po, HEC, l'ESSEC, Centrale Supélec, Polytechnique, l'École des Ponts. On a aussi intégré quelques diplômes d'écoles type Harvard, par exemple, ou le MIT, qui sont des écoles très prestigieuses à l'international. Et on a regardé quel était le pourcentage des régions qui étaient diplômées de cette école. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a quasiment la moitié, donc 49% des membres de ces COMEX qui sont issus de ces écoles-là. Et cette culture du diplôme, elle est encore plus forte dans les fameuses 20 entreprises dans lesquelles l'État a une participation, parce qu'on arrive à 63% des dirigeants des entreprises dans lesquelles l'État a une participation qui sont diplômés du top 10. Alors, ça, c'est on vous a présenté les grands chiffres clés, les grands enseignements de l'étude. Ça, c'est les tableaux, du coup, un petit peu plus détaillés des résultats de l'étude, où là, pour le coup, vous voyez en colonne qu'on a fait une distinction entre le SBF 120 au global et le CAC 40, qui fait partie du SBF 120, mais en fait, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Et l'idée, c'était de regarder si parmi les plus grandes entreprises, s'il y avait des différences sur cette question de la représentation de la diversité. Est-ce qu'elles faisaient pareil, mieux ou moins bien? Alors, qu'est-ce qu'on constate? Quand on prend le taux de représentation de la diversité ethnoculturelle globale, c'est-à-dire que là, on y intègre les personnes, quelle que soit leur nationalité. On arrive à 6% sur le SBF 120 et à 7,6% sur le CAC 40. Donc, il y a un peu plus de diversité ethnoculturelle, notamment du fait des nationalités dans le CAC 40. Parmi les gens qui sont fléchés comme minorité visible, on a identifié quelle était la part dans ces personnes-là qui avaient une nationalité extra-européenne. Et donc, on est à 41% sur le SBF 120 et à 45% sur le CAC 40. Donc là, on voit tout de suite avec ces chiffres qu'en fait, les meilleurs résultats du CAC 40 sur la représentation de la diversité ethnoculturelle par rapport au SBF 120, elle s'explique essentiellement par cette question de l'internalisation des profils. En fait, il y a plus de profils internationaux. Quand on exclut les gens qui sont de nationalité extra-européenne, on arrive sur le fameux 3,5% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, les scores, ils sont légèrement inférieurs quand on regarde le CAC 40, donc on est à 3,3%. Donc ça confirme encore une fois ce que je vous disais, que cette diversité, elle est beaucoup portée et impulsée par des profils internationaux.
On a regardé, mais ça, ce chiffre, il est hyper connu, mais bon, on l'a recalculé, hein, la part des femmes dans ces COMEX, on est à 23%, que ce soit sur le SBF 120 ou le 440. Et là, en fait, on est encore assez loin des obligations qui sont rentrées en vigueur avec la loi Rexin et qui demandent à ces entreprises, d'ici à 2030, d'être passées à 40% de femmes dans ces instances. Donc, il y a encore voilà, un gap. Ça, on vous en reparlera tout à l'heure sur les recommandations. Et un fait intéressant, et on le verra tout à l'heure, c'est encore plus vrai sur la question des conseils d'administration. On s'aperçoit que parmi les minorités visibles dans ces COMEX, 33% sont des femmes. Et donc, ça veut dire que le taux de féminisation parmi les minorités visibles, il est supérieur au taux de féminisation moyen dans les COMEX. Et donc, ça, on l'a identifié de manière particulièrement importante sur les conseils d'administration. Et donc, il semblerait que plus les entreprises travaillent pour diversifier leurs instances dirigeantes sur la question du genre, donc en y intégrant plus de femmes, et finalement, plus elles arrivent à augmenter la part de la diversité ethnoculturelle. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, quand on va chercher des profils hors des sentiers battus ou des profils type de réussite, et bien, du coup, on arrive à diversifier sur plusieurs critères. Donc, la part des diplômés, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, on a effectivement tout en bas donc, la part des entreprises qui sont à 0 en matière de diversité ethnoculturelle. Donc, on arrive quand on supprime ce critère des nationalités extra-européennes aux 2/3 du SBF 120 et à la moitié du 440 qui sont sur des scores à 0. Donc ça, c'est petit focus sur les conseils d'administration. Alors, j'y passe assez rapidement pour qu'on puisse voir les autres résultats, mais en gros, on a des résultats qui sont légèrement meilleurs sur les populations conseils d'administration. Pourquoi on n'a pas mélangé en fait COMEX et CA? C'est parce que les modes de nomination ne sont pas les mêmes. Quand on est dans un comité exécutif, en fait, c'est plutôt de la mobilité interne. Les administrateurs, ils sont nommés en externe et identifiés en externe. On intègre directement le conseil d'administration. Et donc, du coup, le travail à faire pour diversifier ces instances, il ne va pas tout à fait être le même. Donc là, on s'aperçoit que la loi Copé-Zimmermann étant passée par là, on a des taux de féminisation qui sont très largement supérieurs à ceux qu'on voit dans les COMEX, hein, donc qui sont au-dessus des 40% d'obligations légales de la loi Copé-Zimmermann. Et quand on regarde la part des femmes parmi les minorités visibles dans les conseils d'administration, vous voyez qu'on est à 64% dans le SBF 120 et à 72% dans le 440. Donc ça signifie vraiment qu'il y a un lien de corrélation, c'est-à-dire que quand les CA se sont féminisés, ils ont aussi fait rentrer des profils issus de la diversité des origines. Et quand on regarde les conseils d'administration qui n'ont aucune diversité ethno-raciale dans leur CA, on est à la moitié dans le SBF 120 et quand on exclut les nationalités extra-européennes, on est aux 2/3, en fait, un peu comme ce qu'on avait sur les COMEX. Ça, c'est le petit focus sur les 20 entreprises dans lesquelles l'État est au capital, parce qu'on s'était dit, en fait, en faisant cette étude, que ça posait la question aussi sur l'exemplarité de l'État dans les entreprises dans lesquelles il peut avoir un impact sur la gouvernance. Je vous disais qu'on s'est malheureusement rendu compte que les résultats, ils étaient pires que dans la moyenne du SBF 120. Donc, si on prend par exemple la deuxième ligne, qui est vraiment celle qui nous intéresse, donc la part des minorités visibles de nationalité française dans ces instances-là. Donc, on est à 1,7 dans les entreprises dans lesquelles l'État a une part. On a une culture du diplôme qui est beaucoup plus forte que dans les autres, avec 63% de diplômés du top 10. Et on est sur des pourcentages d'entreprises qui sont à 0, qui est légèrement inférieur. Donc, sur le slide d'après, on est effectivement sur cette question de quelle est la représentation des diplômés du top 10 et est-ce qu'il y a un lien de corrélation en fait, entre les taux de diversité ethno-raciale et la culture du diplôme dans ces instances. Donc là, ce qu'on est allé regarder, c'est si vous regardez sur les 2 dernières lignes, parce que les 2 premières, en fait, c'est une reprise de chiffres qu'on a vues précédemment. On s'aperçoit que quand on regarde quelle est la part des minorités visibles parmi les dirigeants qui sont diplômés d'une école du top 10, on est à 3,9%.
Et quand on regarde quelle est la part des minorités visibles parmi les dirigeants qui sont diplômés d'un autre type de formation, donc ce n'est pas forcément formation universitaire, hein, ça peut être une école d'ingénieur ou une école de commerce, mais qui n'est pas dans le top 10, on s'aperçoit que le taux de diversité ethnoculturelle, eh ben, il est près de 2 fois plus important. Enfin, il est 2 fois plus important. Il est à 8,1%. Donc ça veut dire que plus il y aura un travail qui sera fait sur la diversité des parcours, la diversité des diplômes, et plus on arrivera aussi à travailler cette question de la diversité ethnoculturelle. Donc très clairement, la culture du diplôme, qui est très française pour le coup, de privilégier exclusivement des parcours d'écoles très élitistes et très sélectives, y compris d'un point de vue social, est clairement un facteur en fait, qui va agir de manière négative sur la représentation de la diversité ethnoculturelle. Alors, du coup, Mariam, je te laisse la parole pour les recommandations, parce que maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en effet, l'objectif, c'était, oui, bien sûr, de poser des chiffres, mais surtout, ce qui nous intéresse pour des acteurs comme nous, c'est comment on fait pour changer la donne, comment on fait pour avancer. Et là, en fait, on s'est rendu compte, parce que vous voyez qu'on a fait un focus sur les entreprises avec participation de l'État, on pense que oui, les entreprises ont un rôle à jouer, mais que l'État aussi a éventuellement son rôle à jouer. On a vu qu'il pouvait agir avec la loi Copé-Zimmermann qui a permis d'avancer, maintenant la loi Rixain qui va permettre encore d'autres avancées. Donc voilà, l'État peut aussi faire progresser ce sujet s'il en a la volonté. Donc, on a donc fait 2 types de recommandations, certaines pour les entreprises, d'autres pour l'État. Donc, première recommandation qui nous semble importante, c'est bien sûr sur cette question-là de mettre en place une stratégie diversité et inclusion qui est portée par les instances dirigeantes. On ne voit pas comment une entreprise va pouvoir mettre en place une politique diversité et inclusion portée par ses ressources humaines, par ses managers, en ayant une tête des instances dirigeantes qui ne sont pas du tout diversifiées. Donc, pour pouvoir donner de la crédibilité aux politiques que les entreprises mènent sur ce sujet-là, il est extrêmement important qu'elle soit incarnée, que cette diversité, cette inclusion soit incarnée au plus haut niveau en ayant des personnes qui soient représentatives de cette diversité, notamment ethnoculturelle. Et on sait aussi que sur ce sujet-là, nous avons besoin de rôle modèles, pour lutter contre l'autocensure de personnes qui pourraient être déjà dans l'entreprise, mais et pour aussi casser ces plafonds de verre qui existent, on a besoin aussi de gestes forts et on a besoin d'avoir des personnes qui, à ces niveaux de compétences-là, parce qu'encore une fois, j'insiste, on parle de talents qui ont les compétences pour, on puisse avoir des rôles modèles. Alors, autre recommandation, bien sûr, ça pose, le travail qu'on a fait pose clairement, on l'a vu, la question de la diversification des viviers de dirigeants. Aujourd'hui, la manière dont les dirigeants sont recrutés, que ce soit à travers les cabinets de chasse de tête éventuellement, parce que c'est quand même beaucoup comme ça que ça fonctionne, ne produit aujourd'hui en tout cas que de la reproduction des élites, que de la reproduction sociale. Donc, identifier les viviers nouveaux, on l'a vu en diversifiant les conseils d'administration pour aller chercher des femmes, eh bien mécaniquement, les entreprises, les chiffres montrent qu'elles ont quand même aussi introduit de la diversité ethnoculturelle. On voit qu'en bougeant un peu les viviers, en allant chercher ailleurs, et ces viviers-là existent, on peut réussir à changer la typologie et à diversifier au maximum les instances dirigeantes. Donc, c'est un travail qui peut se faire à travers les partenaires de recrutement habituels, les cabinets de chasse de tête, que des entreprises peuvent aussi challenger sur la question de la diversité ethnoculturelle, comme elles l'ont fait sur la question des femmes, et ça a donné des résultats. Et aussi en allant chercher via des partenaires externes, des réseaux externes. On a nos amis du Club 21e siècle qui doivent être aussi connectés aujourd'hui. Donc, on sait qu'il existe aujourd'hui des réseaux de talents d'origine ethnoculturelle que les entreprises peuvent aussi explorer pour diversifier un maximum ces instances dirigeantes.
Autre recommandation, la question bien sûr de la mesure qui permet de savoir où on en est et la mesure qui permet aussi de se fixer des objectifs. Parce que sur ces questions-là, comme sur tout autre sujet dans les entreprises, pour pouvoir progresser, il est extrêmement important de se fixer des objectifs à atteindre. Donc, utiliser les outils de mesure, déjà les connaître, savoir jusqu'où on peut aller, puisqu'on s'est aussi rendu compte qu'il y avait aussi une méconnaissance des outils disponibles, du cadre légal, jusqu'où on peut mesurer, qu'est-ce qu'on peut mesurer. Comme l'a dit Inès en introduction, beaucoup d'entreprises pensent que c'est interdit de mesurer la diversité ethnoculturelle, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur ce sujet-là et c'est pour ça qu'on est là. Mais il y a aussi des outils qui existent. On a vu les différentes méthodes. Il y a des acteurs qui travaillent sur le sujet et qui peuvent accompagner toute entreprise qui veut travailler ce sujet-là, mesurer et se fixer des objectifs pour progresser. La promotion interne, les talents issus de la diversité ethnoculturelle, on pense qu'ils existent dans les entreprises. Ils sont là, ils sont là, sauf que pour certains, comme pour la question des femmes, pour certains, subissent des plafonds de verre. Donc, la question de diversifier des instances dirigeantes, ça pose aussi la question de revoir les politiques de détection des talents en interne, de gestion des talents, de promotion interne, pour les rendre plus inclusifs, pour lutter contre ces plafonds de verre, cette autocensure, et détecter déjà en interne tous ces talents qui sont un peu dormants, ou à qui on n'a pas forcément laissé la possibilité de progresser. C'est un moyen qui vient compléter les recrutements externes, qui sont un autre mode de diversification de ces instances dirigeantes. Ça questionne aussi, bien sûr, le processus de détection en interne de ces talents, mais aussi leur évaluation. Donc, on est vraiment en train de dire qu'il y a peut-être un travail de transformation des process, notamment de détection des talents en interne à revoir et à re-questionner du moins. Alors, on l'a dit tout à l'heure, capitaliser sur les efforts en faveur de la mixité. On a vu qu'en élargissant les viviers pour aller détecter les femmes, on arrive à introduire de la diversité ethnoculturelle. C'est un levier extrêmement important. Il ne faut pas se cantonner juste à la question des femmes. Il faut penser finalement la diversification des profils et des parcours au sens large, et les efforts qui sont déployés sur les femmes peuvent aussi être déployés dans une politique plus globale pour justement amener, détecter cette diversité ethnoculturelle. Alors, ces recommandations-là, on a fait aussi en miroir des recommandations pour l'État, puisque, comme on l'a vu, l'État a un rôle à jouer, notamment il joue déjà un rôle dans la gouvernance d'une partie de ces entreprises. Mettre en place une stratégie donc diversité et inclusion portée par les instances dirigeantes, forcément, on parle là aussi de la promesse d'un modèle républicain qui fonctionne, et donc il y a un enjeu énorme de porter et d'impulser une vraie dynamique d'action sur ces sujets-là qui soient vraiment à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, le message qu'on donne aux jeunes, c'est l'école de la République va vous permettre de réussir, de trouver un job à la hauteur de vos compétences, et nous sommes dans un pays des droits de l'homme et de l'égalité des chances, donc en faisant votre parcours, en faisant l'université, en obtenant votre bac plus 5, vous trouverez votre place de la société. Donc aujourd'hui, on sait que cette promesse n'est malheureusement pas toujours tenue. Donc il est extrêmement important que l'État
notamment dans les instances dans lesquelles ils jouent un rôle dans la gouvernance, puissent challenger les entreprises et ses dirigeants sur ce sujet-là, notamment dans les conseils d'administration où il y a souvent un représentant de l'État qui est là et qui siège. Diversifier les viviers de dirigeants français, l'État peut aussi avoir une action proactive, bien sûr en soutenant tous les programmes, les actions diversité qui existent dans les entreprises, mais aussi qui existent et qui sont portées par des acteurs associatifs, dans les réseaux, dans les think tanks qui travaillent sur ce sujet. L'État vient de créer une direction interministérielle à l'encadrement supérieur, une espèce de top DRH de l'État qui gère le vivier de hauts fonctionnaires. Certains de ces hauts fonctionnaires, on va les retrouver dans les conseils d'administration de ces grandes entreprises, voire dans les COMEX de nos grands groupes. Donc forcément, l'État peut aussi influer en se mettant lui-même des objectifs de diversifier les profils de hauts fonctionnaires qui vont ensuite aller siéger dans ces entreprises. Donc, il a aussi sa part à jouer. Se fixer des objectifs, l'État est aussi capable d'avoir une action forte en créant des lois comme la loi Copé-Zimmermann, la loi Rixain, et qui incite les entreprises à mener, à mesurer, à rendre les comptes, notamment sur la question de l'égalité homme-femme. Et donc, on pense que les entreprises, l'État peut aussi faciliter, alors ça a commencé à être fait avec l'index porté par la ministre Elisabeth Moreno, l'ex-ministre Elisabeth Moreno, mais l'État peut aussi soutenir des politiques de mesure de la diversité ethnoculturelle. C'est une des solutions qui permet d'objectiver un maximum la question de la présence, de la représentativité de la diversité ethnoculturelle dans nos instances dirigeantes des entreprises, du SBF 120 et autres, de toute entreprise et de toute taille. Donc, on va voir ce que va donner l'index, est-ce qu'il va être poursuivi ou non, mais ce sont des mesures qui peuvent faire avancer le sujet et nous faire un grand pas. La promotion interne, alors je parlais tout à l'heure de l'État et de l'État, le rôle de l'État dans la gouvernance de ces grandes entreprises. Une des mesures, hein, une des actions pourrait être que cette question de la représentativité, de la diversité ethnoculturelle dans les instances dirigeantes soit une question qui soit posée systématiquement ou mise à l'ordre du jour, hein, dans les réunions de gouvernance dans les entreprises où l'État a un rôle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on parle de plein de choses, mais c'est vrai que cette question de la représentativité, elle n'est jamais à l'ordre du jour. Et donc, quand l'État est représenté dans un conseil d'administration, quand l'État a une participation actionnaire et à plus de 10%, où il a une voix, hein, il nous paraît important que l'État puisse challenger les entreprises et puisse évoquer cette question-là assez systématiquement dans ces instances. Alors, Mariam, il nous reste un petit quart d'heure. On va laisser le temps aux échanges. Est-ce que vous avez encore des éléments à partager? Non, mais c'était la dernière, on en a déjà parlé. Ouais. C'est un peu de capitaliser sur ce qui a été fait en faveur de la mixité pour diversifier aussi du point de vue ethnoculturel. Donc, ouais, voilà, on en a déjà parlé.
au-delà de capitaliser, il y a le sujet de toute façon, il va falloir que les entreprises mettent des moyens sur la table pour se mettre en conformité avec la loi Rexin. Et donc, l'idée, c'est plutôt que d'opposer les sujets les uns aux autres et d'avoir des politiques de diversité qui sont un peu des politiques millefeuilles où on a d'un côté la question égalité homme-femme, de l'autre côté le handicap et d'un troisième côté ou pas, d'ailleurs, la question de la diversité ethnoculturelle. L'idée, c'est de se dire, autant qu'elle profite de ces efforts-là pour agir aussi sur le levier de la diversité des origines ethnoculturelles. Voilà. Merci, c'était super. Et puis, juste un petit complément d'information. Tous ces éléments, en fait, se situent aussi dans une conjoncture en France qui consiste à dire les grandes écoles ont investi dans l'ouverture. Alors, pas, de mon point de vue, pas suffisamment, mais l'idée, c'est de dire que lorsque Richard Descoings, en 2001, décide d'ouvrir la première promo dans laquelle on a une ouverture sociale beaucoup plus forte, 20 ans plus tard, c'est plus de 2500 jeunes qui ont été recrutés dans les quartiers populaires, notamment en Île-de-France, qui ont intégré les processus de recrutement, qui ont évolué et qui ont aujourd'hui les compétences pour pouvoir occuper des postes à responsabilité. Et ce qu'a fait Sciences Po a été suivi par d'autres grandes écoles. Et donc aujourd'hui, il faut aussi considérer que les talents existent. En fait, les gens en capacité à prendre des responsabilités existent. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut partir maintenant dans la séquence questions-réponses. J'espère qu'on a été plutôt précis et clair. Auriez-vous des questions? Qui veut prendre la parole? Et n'hésitez pas à vous présenter et partager en fait votre point de vue. C'est toujours très enrichissant dans la discussion. Alors, ne vous précipitez pas. Ouais, je vois qu'on a une question sur le chat sur quelqu'un qui demande si on a identifié des entreprises exemplaires. En fait, dans le cadre de cette étude, on n'a pas voulu faire un classement des bonnes, des mauvaises entreprises parce que c'était pas l'idée. En plus, les constats génériques nous paraissaient déjà suffisamment édifiants. Ce qui est clair, c'est que dans le SBF 120, on n'a pas identifié une entreprise qui sortirait totalement du lot où on se serait dit waouh, celle-là, elle est complètement voilà, exemplaire sur le sujet. Il y a des entreprises qui ont des résultats un peu meilleurs, d'autres un peu moins bons, et puis un certain nombre qui sont à zéro, hein, on l'a vu, les 2/3 pour le coup qui sont à zéro, mais on n'a pas voulu pointer du doigt ou faire du name and shame ou même survaloriser des entreprises. Après, les actions qui fonctionnent, on les connaît, hein, c'est tout ce qu'on a défendu aussi dans les recommandations. On a peut-être juste, on a regardé par secteur d'activité parce qu'on se posait la question, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui s'en sortent mieux que d'autres? Et là aussi, hein, on n'a pas eu de très très bons élèves et d'élèves médiocres. Hein. On est vraiment sur un constat général d'un manque de diversité ethnoculturelle. Hein. On a quelques secteurs où vraiment on a zéro. On a zéro un peu partout, mais disons que les constats sont généralement très, très faibles. Parfait. Alors, je vois, n'hésitez pas à prendre la parole en direct. Avez-vous rencontré les hauts fonctionnaires d'État pour échanger avec eux sur leur possible recrutement peut-être et leur devoir leur politique de recrutement et d'exemplarité? Merci, Ada. Mariam, peut-être que tu peux expliquer l'expérience qui a été menée avec la DGAFP? Alors, on travaille, nous, avec un certain nombre de ministères et notamment avec ce qu'on appelle la DRH de l'État, où voilà, on monte des projets pour justement les accompagner à diversifier leur recrutement. Il y a un sujet qui est revenu, c'est vrai, le manque d'attractivité de la fonction publique, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à travailler dans la fonction publique, même sur des postes très très élevés. Et ce que nous confie la DRH de l'État, c'est que oui, ils ont besoin de communiquer davantage sur les opportunités, sur les différents métiers qui existent, sur les différentes voies d'accès, parce que vous pouvez soit passer un concours, soit aussi accéder en tant que contractuel à certains métiers, et notamment à des postes de très très haut niveau. Après, l'enjeu aujourd'hui,
aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, à travers la DIES, donc cette direction interministérielle de l'encadrement supérieur, c'est d'aller regarder au plus haut niveau de l'État, dans ces postes les plus élevés dans la fonction publique, est-ce qu'il y a assez de diversité ou pas? Et là, ils ont aussi le sujet de comment mesurer déjà pour savoir s'il y en a, s'il n'y en a pas, pour pouvoir diversifier. C'est un des axes de travail de cette dièse, c'est aussi de diversifier les profils du point de vue, bien sûr, ethnoculturel, des profils de hauts fonctionnaires de l'État. Et donc, nous échangeons avec eux en ce moment pour voir aussi dans quelle mesure on peut les accompagner, soit sur la question de la mesure, soit sur la question de vivier. Parfait. Majid, je vois que tu es connecté. Tu avais une question, je te laisse l'annoncer. La poser, pardon. Majid El Jaroudi. Peut-être activer son micro, non? Ou peut-être qu'il s'est déconnecté depuis. Amal Kadouri, je vois que tu as aussi posé une question. C'est super que tu sois avec nous. N'hésite pas à prendre la parole. Je crois qu'ils ne peuvent pas. En tant que s'ils ne sont pas panélistes, je ne suis pas sûre qu'ils puissent activer les micros. Tu peux pas prendre la parole, Alexia? C'est dommage parce que c'est toujours mieux quand c'est interactif. Normalement, il y a la fonction pour activer les micros. OK. Parce que oui, ils nous disent sur le chat qu'ils ont l'impression que l'option n'est pas disponible. Il y avait une question sur est-ce qu'on a croisé ces questions avec l'âge? La réponse est non, notamment parce que dans ces instances-là, que ce soit les COMEX ou les CA, il n'y a pas tellement de diversité en termes d'âge. On est sur des profils qui sont extrêmement homogènes en termes d'âge. On est entre 45 et 60 ans. Et donc, on n'a pas croisé ce facteur-là. Et il y avait une autre question pour toi, Saïd, sur est-ce qu'on pense qu'il faut des quotas? Alors, la question des quotas, évidemment, c'est des réponses en fait, qui sont toutes faites en France depuis un certain nombre d'années. Je crois que maintenant, il va falloir regarder quand même le problème en face. D'abord, le premier constat, c'est que lorsqu'on traite les questions de lutte, égalité femmes-hommes, en mettant en place des actions fortes sur la parité, eh bien, on voit que ça marche. Alors après, ça marche dans un contexte qui est celui-ci, c'est-à-dire qu'on a autant de femmes que d'hommes dans la population active, donc du coup, le niveau d'acceptabilité, il est naturel. Moi, je pense que sur la question ethnique, il faut se rendre compte que grosso modo, une statistique qui n'est pas tout à fait précise, parce qu'on ne sait pas quantifier en fait la population ethnique en France. On sait mesurer les descendants d'immigrés, les immigrés, mais c'est difficile d'avoir une statistique précise. Je vous renvoie au travail de Patrick Simon du côté de l'INED. Est-ce qu'il faut des quotas? Moi, je pense qu'il faut y aller. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'il faut y aller progressivement. Déjà, à minima, il faudrait avoir un niveau d'engagement, comme le rappelait Mariam, sur la volonté de bouger sur ces questions-là. Et si à un moment donné, on se rend compte que ça ne bouge toujours pas, il faudra probablement réglementer. Et la réglementation, ce n'est pas que les quotas, ça peut être aussi d'autres mesures incitatives. Donc, moi, j'ai été aussi marqué par la place des quotas en fait, aux États-Unis. Moi, j'avais rencontré une universitaire qui avait intégré une fac dans la Nouvelle-Orléans qui avait réussi à faire des études supérieures grâce aux quotas, et elle me dit j'hérite aujourd'hui d'une réputation en fait pas très positive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je publie un article, on déqualifie en fait mes capacités parce que j'ai été recruté par les quotas. Et donc en étant en poste, il y a aussi ce poids en fait qui est porté par les uns et les autres. Alors, est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Aujourd'hui, c'est difficile de répondre à cette question pour être très sincère, mais commençons déjà par nous mobiliser en affirmant en fait une volonté de s'engager et en se fixant des objectifs de réussite. Après, ce qui est... Oui. Non, je voulais oui, juste... il y a une question. Oui, bonjour, merci. Mais je voulais rebondir, mais je vous laisse... Enfin, vous voulez compléter, donc je rebondirai après, aucun souci. Non, allez-y. Déjà, on est là pour écouter vos questions.
Alors déjà, merci beaucoup. Je m'appelle Toufik Belikuran. Merci pour ces éléments. C'est très frustrant que ça dure qu'1 heure parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être de manière très très courte. Alors j'ai une première remarque, c'est que durant la présentation, vous avez navigué entre 2 termes qui pour moi ne veulent pas dire exactement la même chose, ethnoculturel ou ethno-racial. Voilà, donc je voulais savoir si c'était volontaire ou pas. Est-ce que je ne pouvais pas voir la présentation de visu, donc je me base juste sur l'audio. Ça, c'est pour une remarque. Et ensuite, effectivement, peut-être dans la lignée de ce que vient de dire Saïd, mon expérience à moi, effectivement, de cette tentative-là, c'est qu'il y a un risque en fait de double peine lorsqu'il y a quota. Enfin, moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait des quotas, mais il y a un risque de double peine en cas d'échec des personnes identifiées comme quotas, d'une part. Donc, en fait, on échoue en tant que personne salariée dans une mission en entreprise et on échoue également parce qu'on est différent. Ça, il y a un sociologue qui s'appelle Norbert Alter qui a travaillé sur les leaders différents dans les entreprises et qui s'est intéressé à la question. Et deuxièmement, si on parle de la loi Copé-Zimmermann, effectivement, on a vu une progression forcée de la part des femmes dans les COMEX, mais dans les niveaux qui sont en dessous des COMEX, on n'a pas vu grand-chose. C'est, pour reprendre une expression, et j'ose l'utiliser ici, c'est parfois, alors même si ça, malheureusement, on ne peut pas la prendre dans les COMEX, mais il y a quelque chose qui pourrait résulter de l'arabe qui cache la forêt. Et donc, moi, ma question, c'est vous faites des constats qui sont très forts, et je vous remercie vraiment de cette publication. Et je trouve finalement que vos recommandations, notamment sur la transformation culturelle nécessaire de la France et de ses élites, je les trouve finalement assez tièdes parce que on fait finalement reposer le poids, et je m'arrête là, le poids de cette transformation finalement sur, entre guillemets, ceux qui sont considérés comme les premiers concernés. Et je pense que c'est écrasant pour ces personnes-là. Voilà. Donc, j'espère que j'étais clair sur comment dire, l'endroit où j'aimerais vous titiller sur les recommandations. Et une nouvelle fois, je tiens à saluer votre travail. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est assez excitant et ça pose une nouvelle manière, je pense, d'aborder ces sujets en France. Merci beaucoup. Merci Taoufik, c'est toujours intéressant d'avoir des éléments de débat. Je vois que Salim, qui est un spécialiste aussi de ces sujets-là, a commenté sur le chat. Salim, est-ce que tu peux prendre la parole pour annoncer ton point de vue? Je trouve ça intéressant, ça enrichit les échanges. Est-ce que vous pouvez me mettre en muet? Est-ce que vous pouvez me remettre en muet, s'il vous plaît, pour pas que je vous dérange? Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Salim, c'est ça? Oui, c'est Salim. Salut Saïd, tu vas bien? Que veux-tu m'entendre dire? En fait, simplement partager ce que tu as écrit dans le chat. Je trouve qu'effectivement, ça apporte du débat. Et puis peut-être, si tu as envie d'apporter un point de vue sur ton expérience ou sur ce que tu as compris de l'étude, welcome. Et content de t'accueillir aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Et encore une fois, je l'ai dit dans le chat, mais bravo, un grand bravo à tous ceux qui ont travaillé sur cette étude. Ça fait 25 ans que moi, je suis dans le monde du travail, un peu plus même, donc ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai toujours dit, sans pouvoir le démontrer. Donc là, enfin, on a des chiffres qui le prouvent. Et depuis très longtemps, moi, j'ai été dans des comités de direction de grosses boîtes. Et il y a une sorte de déni, hein, vous l'avez dit. Donc maintenant, avec les chiffres, on va pouvoir avancer. Je pense qu'il faut avoir une discussion avec les dirigeants de ces entreprises. Moi, je l'ai fait à mon petit niveau. À chaque coup, ce qui se passait, c'est on n'en avait pas conscience. 2, malheureusement, on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas mesurer. 3, business as usual, on va recruter les mêmes personnes. Donc ça, c'est quelque chose au moins maintenant qu'on va pouvoir changer éventuellement. Et c'est pour ça que je vous suggérais, si vous ne l'avez pas fait, mais je pense que oui, se rapprocher de l'IFA, par exemple, qui est l'Institut français des administrateurs, qui aujourd'hui, même au sein du board de l'IFA, qui est là pour transformer les choses, vous voyez qu'il y a une parité homme-femme. En revanche, en termes de parité ou même en tout cas d'avancée ethnoculturelle, elle n'est pas du tout là, puisque quand vous allez regarder, et je n'ai rien contre les noms, je dirais les noms composés, enfin les prénoms composés ou les noms avec des particules, il y en a encore beaucoup dans ces conseils d'administration, et particulièrement à l'IFA. Et par contre, de noms à consonance étrangère ou encore comment dirais-je, des visibilités
enfin des minorités visibles, il n'y en a aucune, zéro. Donc moi, en fait, je suis à la fois hyper content de cette étude et en même temps un peu sceptique sur la vraie volonté de nos dirigeants de faire bouger les choses. C'est pour ça que tout à l'heure, et ce que je mettais aussi dans le commentaire, sans forcément rentrer dans du name and shame, mais quand même avoir une liste, au moins donner la liste des entreprises qui aujourd'hui mettent un 0 pointé sur ces sujets-là, permettra à ces entreprises de ne plus rester dans l'anonymat et de se dire, oui, bah maintenant, parce qu'on sait bien, c'est comme sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a quelque chose qui paraît, bah, les entreprises ou les personnes se bougent. Bah, en le rendant public, ces entreprises vont prendre de facto le sujet. Parce que ça va être dans leur KPI, ça va être dans leur marqueur de se dire, oh là, attention, il ne faut pas qu'on soit encore nommé l'année prochaine. Donc, il va y avoir une action qui va se faire. Et de l'autre côté, je trouve que ce serait une incidence positive aussi pour des candidats qui souhaiteraient postuler, de se dire, bah, fort de cette étude et de ces noms d'entreprises qui sont à 0, bah, d'aller envoyer un petit email au DRH, aux dirigeants de ces entreprises, et dire, bah, voilà, il y a cette étude, il se trouve que moi, je fais partie de cette diversité, rencontrons-nous. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément les compétences que vous recherchez, mais au moins déjà rencontrons-nous. Et last but not least, pour rebondir sur ce que tu disais, Saïd, sur les quotas, moi, j'étais vraiment contre les quotas, hein, et je coche toutes les cases. Hein. Je n'ai pas le bon prénom, je n'ai pas la bonne couleur et j'ai un handicap à l'œil. Donc, et en plus, je viens d'un quartier hyper populaire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, j'ai toujours voulu monter dans l'entreprise sans bénéficier d'un quota. La réalité, c'est qu'il y a un vrai plafond de verre qui est là, donc maintenant qui est visible grâce à vous, mais que si on ne met pas des quotas, ça fera comme les femmes, ça ne se passera jamais. Avec des quotas, et on l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann, ça a accéléré cette transformation qui est nécessaire. Donc moi, je suis clairement aujourd'hui, après 25 ans de carrière, pour les quotas, parce qu'au moins pour les générations futures, ça leur permettra de moins galérer. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole et encore bravo. Voilà, je rappelle que tu avais des fonctions à haute responsabilité chez Google France avant, et avant ça, tu avais... Oui, chez Google IMIA, puis chez Orange, et puis chez Alcatel-Lucent. Et comme je le disais, j'ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn pour relayer cette conférence, donc j'espère que... Mais déjà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde que ça concerne et que ça intéresse, hein, il n'y a pas beaucoup de monde qui se soit connecté. Donc j'ai fait un post en disant que, en fait, moi, dans tous les CODIR où j'ai siégé, j'ai toujours été le seul, entre guillemets, différent. Mais j'étais toujours le seul, le plus noir, le plus banlieue, le plus tout finalement. Et au début, c'était un sentiment de fierté, et plus les années passaient, j'avais plutôt un sentiment d'échec, de me dire que j'étais, alors pour reprendre ce que disait tout à l'heure, peut-être pas l'arabe parce que je ne suis pas arabe, mais l'arabe qui cache la forêt, c'est vrai, j'étais l'exception qui ne confirme malheureusement pas la règle. Donc voilà, encore une fois, le travail reste entier. Merci encore. Oui, pardon, Saïd ? Merci Salim, merci pour ta prise de parole. Alors, je réagis aussi par rapport à une question qui était dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait après cette étude? Une fois qu'on a fait cette étude, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? En fait, en réalité, il ne faut pas oublier que nous, on est la société civile, hein, qui apporte une contribution avec nos humbles moyens. On œuvre depuis un certain nombre d'années, donc du coup, petit à petit, on s'est un peu spécialisé, on a gagné en expertise et on s'est doté de moyens, mais ça reste limité par rapport au phénomène et par rapport aux enjeux qui sont en face de nous. Donc, rejoignez-nous. Moi, je pense qu'on peut enclencher une suite de ces discussions ensemble. Hein. Ceux qui veulent apporter leur contribution intellectuelle ou physique, vous êtes les bienvenus. On pourrait très bien imaginer ouvrir un petit groupe de travail qui permettrait en fait d'envisager la suite. On a besoin en fait voilà, de renforcer les compétences pour essayer d'imaginer, prendre des positions et aller plus loin. On peut aussi imaginer d'autres partenariats, hein, avec d'autres organisations. On est en train de discuter avec le Club du XXIe siècle pour aller plus loin et faire en sorte en fait que ces informations soient appropriées. Et puis le troisième élément, je pense que cette étude, elle a besoin d'une récurrence, elle a besoin de se faire probablement chaque année, et donc on verra si on maintient ou pas la suite des choses. Voilà, on est à une heure de prise de parole. Est-ce que Inès, Mariam voulait conclure, apporter des choses? Non, mais peut-être réagir sur une des questions. Alors,
alors avant Salim, je me souviens plus, je suis désolée du prénom de la personne qui avait posé la question, mais pourquoi la question était pourquoi les entreprises et pourquoi l'État, en gros, pourquoi nos recommandations ciblent ces deux parties prenantes-là, mais parce que, alors déjà, Me and You Too, Mosaïque RH, on côtoie les entreprises depuis 15 ans sur ces questions-là, et c'est vrai qu'on voulait répondre à ben, on ne sait pas mesurer, donc on ne peut pas faire. Et aujourd'hui, on sait que sur ces questions-là, les entreprises communiquent beaucoup. Les entreprises disent qu'elles font des choses et c'est clair que pour nous, elles ont un rôle important à jouer pour faire changer le système parce que s'il n'y a pas de diversité dans les instances dirigeantes, c'est bien que le système interne a été construit de telle manière, alors de manière consciente ou inconsciente. Voilà, ça c'est encore un autre débat, mais qu'en tout cas, la clé, elle est sûrement en grande partie entre les mains de ces instances dirigeantes elles-mêmes, et donc une volonté. Et l'État peut jouer un rôle, et on l'a vu, on reparle de la question des quotas, la question a été évoquée, on voit les résultats de la loi Rixain, on voit que ça peut provoquer des avancées positive. Alors, ce n'est pas la panacée de devoir passer par une loi, mais s'il faut, eh ben, allons-y. Donc, pour nous, c'était quand même les deux parties prenantes qui nous paraissaient extrêmement importantes de sensibiliser, de challenger, parce qu'elles ont pour nous un rôle très important à jouer. Et nous sommes des intermédiaires qui sont là justement pour apporter des outils, mais aussi pour accompagner ces entreprises à bouger, parce que certaines, comme Salim vient de le dire, il n'y a pas de prise de conscience, ah bon, on ne savait pas ou on ne voyait pas les choses de telle manière, on ne pensait pas que c'était aussi grave. Et donc, on est là pour apporter des outils, on est là pour aussi accompagner et nous devons tous nous mobiliser pour justement apporter cette prise de conscience, mais pas que. Je pense que ça ne suffit plus, la prise de conscience. Aujourd'hui, il faut des actions. Chaque entreprise est capable de mettre en place à son niveau, et on en a certaines avec qui on travaille, qui ont commencé ça, qui ont commencé à dire « Ah ben oui, c'est clair que si je recrute tous mes dirigeants dans le SBF 120, si je veux faire de la diversité, c'est clair que je vais un peu tourner en rond. Donc, OK, quels sont les autres moyens pour aller trouver des dirigeants peut-être hors SBF 120 ?» Voilà. Et donc là, on commence à tirer un peu le fil et on commence peut-être à bouger un petit peu les lignes. Et ça, ici, il faut que ça se fasse entreprise par entreprise. Faisons-le. Okay, et il y a des entreprises aujourd'hui parmi nous. Super, merci Mariam. Bon, on ne va pas plus vous faire dérailler dans votre agenda. Ce que je propose pour ceux qui veulent continuer à s'engager autour de cette cause, j'ai vu là, Kenza, je suis content de te voir aussi dans la discussion. Tu nous as fait un mail avec tes coordonnées pour poursuivre. Probablement Alexia ou Lucie-Laure, est-ce que vous pouvez mettre l'adresse contact ou l'adresse communication @fondation dans le chat, et j'invite en fait tous ceux qui souhaitent poursuivre les échanges et intégrer ce groupe de travail à nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse donner suite en fait à cette discussion. Ce qui est certain, c'est qu'on est un peu condamné à prendre nos responsabilités pour pouvoir continuer à avancer et faire reculer les discriminations et surtout contribuer à militer à une égalité de traitement pour tous, parce que c'est ça qui est recherché. On ne cherche pas du tout à faire du communautarisme, mais plutôt justement à garantir l'égalité de traitement. Merci à tous d'avoir été présents. Merci. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais voilà, on est disponible en one-to-one pour pouvoir poursuivre les échanges si vous le souhaitez. Voilà, merci encore et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à promouvoir l'étude autour de vous. Au revoir. Merci, au revoir.